Bonjour à tout le monde, merci pour votre invitation. Alors juste un tout petit mot, on va certainement pas couvrir l'ensemble du sujet entre dérèglement, changement climatique et maladies vectorielles, mais je vais prendre quelques exemples pour faire un petit pourcentage du sujet. Donc je suis chercheur à Montpellier, à l'IRD, dans l'UMR MIVEGEC, et par ailleurs j'ai contribué à des réflexions du COVARS. Le changement climatique et la santé, c'est une question qui est très ancienne en fait, qui se pose depuis assez longtemps, qui a été formalisée. Vous voyez ici, c'est une diapositive d'un travail de 2015 par des collègues du CNRS. Santé publique France l'utilise également, une diapositive adaptée là-dessus. Donc évidemment, le changement climatique et la santé, il y a des impacts qui sont directs, des impacts qui sont indirects, des impacts qui sont liés aux évolutions sociétales, comme on le voit sur la diapo. Et déjà, sur les impacts indirects, on signale, c'est entouré en rouge, les maladies à vecteurs. Pour les impacts liés à des modifications ou dégradations sociales, effectivement, c'est les systèmes de soins, par exemple, et encore une maladie vectorielle est citée, c'est le paludisme, malaria. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Et ça, c'est le Conseil du haut climat qui a publié, c'est une diapositive de Valérie Masson-Delmotte que j'ai repris, que je me suis permis de reprendre, et récente. Et donc, du coup, on voit la même chose, hein, changement climatique et la santé, c'est stress thermique qui augmente la mortalité, la morbidité, l'activité physique, le bien-être, etc., les événements extrêmes dont on a parlé, la production agricole, santé mentale. Et puis, en bas à gauche, on voit des acariens et des moustiques. Donc, c'est les vecteurs de maladie qui sont bien identifiés comme quelque chose qui peut avoir un impact lié au changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on met vecteur de maladie ou maladie vectorielle, eh bien, c'est quelque chose d'assez complexe et on va y venir au cours de cet exposé. Alors, en fait, est-ce que c'est simple? Eh bien, non, c'est pas très simple, mais je commencerai par des choses qui sont assez simples. Et cette diapositive, pourtant dans une très grande revue, Lancet ID, et qui est récente, euh, tente à montrer ou laisse croire que, eh bien, il y a des corrélations ou des liens assez faciles à comprendre entre le changement climatique et puis des grandes maladies vectorielles comme le paludisme ou la dengue. Donc, la carte que l'on voit, la couleur rouge, plus c'est rouge, plus il y a eu de changements de température entre 1993 et 2013. Donc, il y a des zones qui sont réchauffées plus rapidement. Et puis, les pourcentages, c'est l'augmentation de l'incidence du paludisme, qui est donc une parasitose, un parasite qui est transmis par des moustiques, des anophèles, et la dengue, c'est un virus qui est transmis par des moustiques également. Pour le paludisme, on voit qu'à peu près partout dans le monde, ça diminue. Donc, le changement climatique permettrait-il la réduction du paludisme? Pour la dengue, par contre, ça augmente jusqu'à plus de 1000%, d'où on en conclurait facilement que le changement climatique, le réchauffement climatique augmente la dengue. Bon, évidemment, ce n'est pas si simple. Pour le paludisme, ce qui a fait diminuer le paludisme, indépendamment des variations climatiques, c'est l'utilisation des médicaments, un meilleur diagnostic et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, qui était très efficace ces dernières années. Pour la dengue, c'est beaucoup plus complexe, c'est multifactoriel. Il n'y a aucun doute que le changement climatique joue, mais également le développement du monde, l'urbanisation est le facteur probablement majeur pour l'augmentation de la dengue. Donc, méfions-nous des raccourcis. Alors, juste un tout petit rappel pour ceux qui ne maîtriseraient pas tout à fait, probablement peu nombreux, ce que c'est une maladie vectorielle. Eh bien, c'est une maladie des vertébrés qui est due à un agent infectieux qui est transmis par ce qu'on appelle un arthropode vecteur hématophage, qui prend du sang. Donc, soit des tiques, soit des insectes hématophages. Là, je vous prends l'exemple très simple des moustiques qui transmettent le virus de la dengue aux humains. Il y a des maladies vectorielles qui impliquent d'autres animaux, d'autres vecteurs et d'autres agents infectieux qui peuvent être des parasites ou des bactéries. En fait, maladies vectorielles, c'est des centaines et des centaines de maladies et des milliers de cycles différents entre des hôtes vertébrés ou des plantes, des vecteurs
qui sont des arthropodes, dans tous les cas, soit des insectes, soit des acariens, des tiques, et puis un certain nombre d'agents infectieux. Alors, on va prendre juste la colonne qui est sur la droite, les humains, pour gagner du temps. Vous voyez que les maladies vectorielles qui touchent l'homme, elles peuvent être transmises, c'est en noir, par des moustiques, mais des moustiques qui appartiennent à différentes catégories, différents genres, et différentes espèces, des Aedes, des Culex, des Anophèles, dengue, Zika, chikungunya, ça c'est les Aedes, West Nile ou Zoutou, c'est les Culex, il y en a en France, paludisme, il y en a en France tropicale, c'est les Anophèles, mais également il y a d'autres vecteurs, comme les poux et le typhus, comme les puces et les tiques, les rickettsioses, la peste avec les puces, les mouches noires, les simulies et l'onchocercose, les mouches tsetse, la maladie du sommeil, des grosses punaises et puis la maladie de Chagas en Amérique du Sud, les phlébotomes et la leishmaniose, les tiques qui peuvent transmettre un certain nombre de bactéries, mais également de virus, etc., etc., etc. Donc, en fait, les maladies vectorielles, c'est beaucoup de choses. Et on voit immédiatement que changement climatique et maladies vectorielles, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut faire du cas par cas, quel type de maladie qui implique quel vertébré, quel hôte, etc. Donc, évidemment, il y a un grand nombre de variables qui vont être impliquées. Bien sûr, les variables climatiques, les 5 grandes variables climatiques, température, précipitation, éclairement, pression atmosphérique et vent, ont tout un impact sur les êtres vivants. Les plantes, les vertébrés et les vecteurs. Il y a des caractéristiques propres aux arthropodes, donc aux vecteurs. Je vais parler beaucoup des insectes et je vais parler beaucoup des moustiques aujourd'hui, mais tous les arthropodes sont ce qu'on appelle des ectothermes. Avant, on dit aussi poikilothermes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des homéothermes comme nous, les vertébrés, c'est-à-dire que leur chaleur corporelle n'est pas régulée et elle dépend de la température de leur environnement. S'il fait 10 degrés dehors, le moustique, eh bien, il sera à peu près à 10 degrés. Hein. Mais s'il fait 25, il sera à peu près à 25 degrés. Par ailleurs, ces arthropodes ont des phases de vie dans des environnements qui sont très variés, qui sont aquatiques. Par exemple, les larves de moustiques sont dans l'eau, peuvent être sous terre pour d'autres insectes, peuvent être aériennes. Les moustiques et les phlébotomes qui nous piquent sont eux-mêmes sont aériens. Et donc, du coup, les environnements variés avec des variations de température, d'hygrométrie. Quand les moustiques sont dans l'eau, c'est 100% d'hygrométrie. Qui sont très variables. Mais par contre, pour d'autres vecteurs, ça peut être très homogène. Les poux, par exemple, les poux de corps ou les poux de tête, ils sont tout le temps sur vous, sur votre corps et votre tête, et vous avez votre température corporelle qui est à peu près la même. Donc, il y a des différences très importantes. Par ailleurs, c'est important pour ces arthropodes, il y a aussi des stades et des périodes où ils sont au repos, ce qu'on appelle en quiescence ou dormance ou diapause, selon les mécanismes qui déclenchent ce repos, s'ils sont génétiques ou environnementaux, et donc qui permet la survie de ces arthropodes dans la saison défavorable. Donc, s'il y a des changements climatiques, des événements extrêmes, il peut y avoir des mécanismes sélectionnés, régulateurs, de ces vecteurs pour survivre au froid ou à la sécheresse. Donc, tout ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et dans l'évolution du climat, il y aura en même temps probablement une évolution génétique d'un certain nombre, pas de tous, mais d'un certain nombre de vecteurs pour tenir compte, s'adapter à ces variations. Et puis, même les agents infectieux qui sont transmis aux humains, par exemple les virus, ils n'ont pas de forme libre dans le milieu extérieur. Hein. Ce n'est pas le SARS-CoV-2 de la COVID, ils ne sont pas dans l'air, ils sont obligatoirement tout le temps dans un arthropode ou dans un autre vertébré, dans un humain. Donc, ils se développent à des températures très différentes. Et ça c'est un grand mystère encore pour les scientifiques. C'est-à-dire que le virus de la dengue, il est à 37 degrés chez vous, hein, il n'aime pas bien une autre température, mais chez le moustique, il va être entre 10 et 30 degrés. Donc ça, c'est quand même assez formidable. Je vais parler plutôt du modèle moustique, parce que nous sommes presque tous français, j'imagine, autour des écrans, et nous sommes presque tous concernés par les moustiques et le moustique tigre. Donc, je vais axer un petit peu là-dessus. Les moustiques, il y a 3600 espèces de moustiques décrites sur Terre, donc c'est beaucoup. En France, environ 65. Et évidemment, ces moustiques ont des niches écologiques qui sont spécifiques et qui sont caractérisées par leurs facteurs abiotiques. On a déjà parlé des facteurs climatiques, température, hygrométrie, pluie, événements extrêmes, etc. Et puis les facteurs biotiques,
c'est-à-dire le type de lieu de ponte, de gîte de développement larvaire, avec les bactéries qu'il y a là-dedans, avec les prédateurs qu'il y a là-dedans, dans l'eau ou dans l'air, avec les compétiteurs qui sont là-dedans, et les vertébrés qui sont disponibles pour les repas de sang des femelles de moustiques, etc., les plantes pour les jus sucrés des mâles et des femelles. Donc ça, c'est l'environnement, et tout cet environnement, évidemment, subit d'une certaine manière les évolutions climatiques. Alors, le cycle du moustique, je pense que tout le monde le connaît, hein. Vous avez une femelle qui, après son repas de sang, va pondre des œufs. Les larves se développent en une semaine, disons, je simplifie, selon la température dans l'eau. Ça donne des adultes qui émergent, qui se reproduisent, qui s'accouplent et les femelles vont pondre des œufs, etc., etc. Donc, il y a toutes ces belles espèces de moustiques sur Terre. Alors, c'est le titre de ma présentation. Quel est le lien entre le dérèglement climatique et puis les maladies vectorielles? Alors, allons au plus simple. Pas d'eau, pas de moustiques. Pour les moustiques, pas de maladies vectorielles à moustiques. Trop froid, trop chaud, pas de moustiques. Mais le trop froid, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que les œufs de certaines espèces de moustiques, comme les Aedes, pouvaient résister en diapause à des saisons défavorables, et en particulier au climat froid. Donc, il y a beaucoup d'espèces d'Aedes, par exemple, qui se développent dans la toundra. Et pendant quelques semaines par an, comme on voit sur le diapo en haut, les adultes vont vous piquer de manière abondante, et puis tout le reste de l'année, ils seront au repos. Vous ne les verrez pas, mais ils seront bien là. Donc, il y a une adaptation quand même au climat relativement froid. Même chose pour les zones chaudes. Ça, c'est une diapo en bas que j'ai prise. Ce sont des empreintes de sabots de dromadaires dans une oasis en Mauritanie. Donc, il y a très peu d'eau. Il fait 50-60 degrés en surface et il y a des larves de moustiques anophèles dans cette eau-là. Donc, il y a quand même des adaptations qui sont très surprenantes. Même chose, le plus simple, s'il n'y a pas de sang pour nourrir les moustiques, eh bien, il n'y a pas de possibilité pour les moustiques de s'alimenter et de pondre leurs œufs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de vertébrés, mais ça peut arriver. J'essaye de bouger ma diapo, voilà. Alors, ça, c'était le plus simple, mais évidemment, le plus simple, ça n'existe presque pas. C'est un peu plus complexe. Donc, nous avons bien nos trois partenaires, des vecteurs, des hôtes humains et des pathogènes. On va prendre des virus. Et ces trois partenaires sont soumis à un très, très, très grand nombre de variables, et j'en ai juste listé quelques-unes. Les variables climatiques dont j'ai déjà parlé, température, pluviométrie, humidité relative, etc. Mais le climat joue également sur le reste de l'environnement. On est dans des forêts. Alors, les forêts, certes, les hommes les dégradent beaucoup et beaucoup trop vite, mais les changements climatiques ont des impacts également sur la végétation de surface, les forêts, les savanes. L'urbanisation est quelque chose d'important également. Et puis, tous les autres, bon, je vous ai parlé des prédateurs, des compétiteurs, tous les autres facteurs socio-économiques qui sont eux-mêmes liés au changement climatique. La densité humaine, le comportement humain est lié au changement climatique. On sait que le niveau de la mer va monter, que certaines zones ne seront plus habitables et qu'il y aura des réfugiés climatiques, etc., qui vont créer des zones de densité humaine qui seront favorables à la transmission des agents infectieux par les vecteurs. Je ne rentre pas dans le détail, et puis il y a tout un tas de facteurs, et puis des facteurs intrinsèques qui sont propres aux moustiques, aux pathogènes, aux hôtes, qui sont génétiques, épigénétiques, etc. Et tout ça, c'est vrai aujourd'hui, je crois qu'on est le 21 avril, à 14 h, mais demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans, ça ne sera plus vrai, parce que tout évolue. Donc, c'est la reine rouge pour ceux qui maîtrisent un peu la biologie évolutive. Donc, tout ça est soumis à pression de sélection et coévolue et s'adapte. Donc, ce que je dis aujourd'hui sera plus vrai demain, mais les grandes tendances sont quand même là. Alors, pourquoi les maladies vectorielles dépendent du climat? Ça, c'est une petite répétition, vous m'excuserez de ce que j'ai déjà dit, parce que les niches écologiques des moustiques sont très, très, très dépendantes du climat, de la pluviométrie, de la température, etc. Donc, ça génère des distributions géographiques différentes, ça génère des survies des moustiques à des températures qui peuvent être différentes, des périodes d'activité qui peuvent être différentes, des nombres de générations de moustiques qui vont être différentes en fonction du climat et de la météo et du climat. Même chose pour les fréquences des repas et des pontes. Donc, on verra quelles conséquences ça peut avoir dans la transmission. C'est la même chose pour les autres vertébrés. Hein. Il y a les vertébrés
Là, j'ai mis un homme, mais ça peut être un oiseau, ça peut être un rongeur, ça peut être un chevreuil. Et donc, les niches écologiques de ces autres vertébrés dépendent évidemment de l'environnement qui dépend lui-même des changements climatiques, du climat. Et c'est la même chose pour les pathogènes, je vous en ai déjà parlé. Alors, j'ai choisi de prendre le modèle moustique-tigre, parce que tout le monde a entendu parler du moustique-tigre, et ceux qui n'en ont pas entendu parler, ils vont en entendre parler bientôt. C'est un moustique qui est très proche de l'homme. Il peut transmettre environ 40 virus expérimentalement ou naturellement. Et les virus les plus transmis, c'est dengue, Zika, chikungunya, mais il est capable de transmettre la fièvre jaune, virus West Nile, etc. Donc pour le reconnaître, vous avez des photos sur la droite, des larves et des adultes. Et surtout, la seule chose à retenir, c'est que les larves se développent dans des collections d'eau qui sont créées par l'homme. Vous ne le trouverez pas dans les lacs, vous ne le trouverez pas dans les rivières, vous ne le trouverez pas dans les marécages, vous le trouverez dans des collections d'eau de petite taille, toutes créées par l'homme, soit dans votre appartement, soit dans votre jardin, soit dans le domaine public, etc., y compris les récupérateurs d'eau. C'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle aussi, parce que comme c'est créé par l'homme, on les connaît et donc on peut les contrôler. Malheureusement, c'est mal fait, mais on pourra le faire. Alors, l'histoire du moustique tigre, et ça c'est intéressant quand on replace ça dans un contexte de changement climatique, c'est un moustique qui est originaire d'Asie du Sud-Est, dans les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est, et qui a colonisé, probablement il y a un peu plus d'une centaine d'années, des zones un peu plus domestiques. Il est sorti de la forêt, il allait dans les villages, et donc des zones plus urbaines. Et puis ensuite, il a colonisé des zones tempérées. Ça a commencé par le Japon, puis après aux États-Unis. Comme les œufs se conservent à sec très longtemps, je vous ai dit qu'ils étaient en diapause, les œufs sont transportés facilement et ils ont été transportés avec les pneus. Il y a du commerce international de pneus qui a fait que les Américains ont importé des pneus avec des œufs de moustiques dedans, de moustiques tigres, et puis ensuite ils ont réexporté des pneus avec des œufs dedans. Donc le moustique a colonisé le monde entier et on voit immédiatement que ça n'a rien à voir avec le changement climatique, ça a juste à voir avec le commerce international des pneus. Le fait que le moustique il ne s'est pas adapté à des climats plus chauds, il s'est adapté à des climats plus froids. Donc c'est un mécanisme génétique qui a été sélectionné pour s'adapter à des climats tempérés et ensuite à la diapause. Donc, ça ne veut pas dire que le climat et les changements climatiques ne jouent pas, mais les grands mécanismes à l'origine de la diffusion du moustique tigre ne sont pas climatiques. Ceci dit, le climat joue puisque l'espérance de vie, la durée de vie des moustiques, et donc d'une certaine manière aussi le nombre de générations qu'il aura, parce que plus il vit longtemps, plus il peut se gorger sur un animal et transmettre un virus, mais plus il a le temps de pondre des pondes successifs, puisqu'il pond à peu près tous les 3 jours. La durée de vie des moustiques dépend de la température. Alors, on n'est pas descendu au-dessous de 15 degrés, mais à 0 degré, évidemment, il n'y a pas de moustiques adultes, et à 10 degrés non plus. Donc, les températures pour les femelles idéales, de toute manière, ça s'est fait en laboratoire à l'île de la Réunion, mais ça s'applique également en Europe, c'est entre 20 et 30 degrés. S'il fait un peu trop chaud, l'espérance de vie diminue. Donc, changement climatique, réchauffement climatique pourrait faire diminuer l'espérance de vie, mais comme je vous ai dit, la reine rouge est là, et donc des populations de moustiques peuvent très bien s'adapter à des températures plus chaudes. Pourquoi l'espérance de vie, pourquoi la durée de vie du moustique est importante? Parce que le moustique n'est pas une seringue volante. Pour qu'il transmette le virus, il faut que, premièrement, il doit prendre du sang avec le virus chez un hôte virémique, un homme virémique, et ensuite, le virus se réplique dans le corps du moustique et ça prend un certain nombre de jours, disons entre 5 et 10 jours, en fonction du virus, en fonction du moustique, mais aussi en fonction de la température. Donc, changement climatique, peut-être qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Donc, il faut comprendre que plus le moustique vit vieux, plus il a le temps de répliquer le virus. Et en fait, c'est ce que je montre sur cette diapositive, qui paraît un peu complexe, mais qui, vous allez voir, est très simple. Une fois que le moustique est devenu adulte, il va se gorger environ tous les 3 jours. La femelle va prendre du sang, parce que les mâles ne piquent pas. La femelle va prendre du sang environ tous les 3 jours. Et à la suite de ce repas de sang, elle va digérer le sang, fabriquer des œufs et les pondre. Donc, la vie d'un moustique, c'est assez monotone. C'est-à-dire que je mange, je développe des œufs, je ponds, je mange, je développe des œufs, je ponds, etc. Et en gros, ça, c'est tous les 3 jours.
Et donc, c'est là où ça devient un petit problème pour nous en termes de santé publique, c'est que si, au cours d'un repas, sur un animal, sur un homme, le virus prend du sang, là, par exemple, j'ai pris l'exemple du repas numéro 2, le moustique se gorge sur un homme virémique, eh bien, si le virus met 5 jours pour se développer, le repas numéro 4, 6 jours après le repas numéro 2, sera déjà infectant pour un autre humain. S'il fait plus froid, le virus mettra plus de temps pour se développer, il mettra par exemple 7 jours, c'est seulement le repas numéro 5, et 6 et 7 et les suivants, qui seront infectieux. Donc, la capacité, on appelle ça la capacité vectorielle et la compétence vectorielle du moustique à transmettre dépend bien également de la température. Par ailleurs, on sait que la fréquence entre 2 repas de sang et 2 pontes dépend aussi de la température. C'est mal calculé, mais on pourrait imaginer que les moustiques se gorgent plus fréquemment ou moins fréquemment en fonction de la température et de l'humidité relative. Alors ça, c'est à température constante. Mais dans la vraie vie, on n'est pas à température constante. Alors cette diapo paraît un peu compliquée, mais je vais vous l'expliquer parce que je vous ai promis de faire du compliqué. Ça, c'est le virus de la dengue. Donc, si vous maintenez votre moustique à une température moyenne de 16 degrés, je vais me déplacer mon petit machin ici. Si vous maintenez votre moustique à une température moyenne de 16 degrés, soit il fait 16 degrés de 0 heure à 24 heures, et dans ce cas-là, vous n'aurez que 20% des moustiques qui seront infectés à 16 degrés, si vous faites une transmission expérimentale. Mais si la moyenne est bien de 16 degrés, mais avec des variations de la température dans la journée entre 5 et 27 degrés, eh bien, vous aurez 35% d'infection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction des variations de température de la journée, vous pouvez avoir plus de moustiques infectés si la température est constante ou si elle est variable. Ça, c'est pour les températures basses à 16 degrés. Et c'est exactement l'inverse pour les températures moyennes plus élevées, par exemple 26 degrés. Si la température est constante à 26 degrés, 95% de vos moustiques seront infectés au laboratoire, c'est-à-dire pratiquement tous à 26 degrés. Mais si la température est bien de 26 degrés en moyenne, variant entre 15 et 37 degrés, c'est seulement la moitié des moustiques, 45%, qui seront infectés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez complexe à comprendre et à vérifier. C'est qu'en fonction des variations de température dans la journée, à température froide, les variations de température augmentent la probabilité d'infection. À température moyenne chaude, 26, les variations de température diminuent la probabilité d'infection. Et les moustiques, ils se déplacent dans la journée. Ils vont chercher des endroits plus chauds, des endroits plus froids. Et ça, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Pour le moment, on essaie de les suivre, mais c'est assez difficile. Donc, vous voyez que les variations de température, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, il y a d'autres facteurs qui jouent. Je vais aller assez vite là-dessus. Les comportements humains qui dépendent également de la météo, par exemple, les activités d'extérieur. Si vous allez à l'extérieur, vous serez plus en contact avec les moustiques, probablement. Si vous avez, avec la météo, vous allez arroser plus ou moins, vous allez stocker de l'eau ou moins, vous allez porter des vêtements légers ou des vêtements à manches longues et les pantalons. Donc, dans ce cas-là, vous serez plus ou moins piqué par les moustiques. Vous allez utiliser la climatisation ou pas. Donc, ça, ce sont des comportements qui sont météodépendants et qui impactent le contact humain-moustique. Je ne vais pas développer les autres actions qui sont plus indépendantes du climat, mais qui sont majeures. C'est tout ce qui est lutte antivectorielle, utilisation de répulsifs, d'insecticides et de pièges. Et ça, c'est moins dépendant du climat, quoique. Alors, en France, est-ce qu'on a des preuves, d'une certaine manière, d'un lien entre le changement climatique et la survenue de viroses, d'arboviroses qui sont liées au moustique tigre ou à son cousin qui s'appelle Aedes aegypti? Eh bien oui, on a déjà des informations qui nous montrent que le changement climatique, en tout cas en 2014 à Montpellier, les pluviométries extrêmes ont généré une abondance de moustiques, c'est ce qu'on voit en bas à gauche, ont généré une abondance de moustiques, et comme par hasard, bien sûr on n'a pas de démonstration absolument absolue, comme par hasard c'est le moment où il y a eu les foyers de chikungunya à Montpellier. Donc il y a une bonne corrélation, plus extrême, augmentation du nombre de moustiques, facilitation de la survenue de foyers de chikungunya. Même chose pour les départements français ultramarins, Guyane, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, La Réunion. Il est assez bien démontré qu'il y a des liens entre, c'est la courbe du milieu, des liens entre les variables climatiques et les épidémies de dengue. En Europe, le changement climatique, plus les autres facteurs dont je vous ai parlé, de changements globaux,
ça va favoriser l'expansion d'Aedes albopictus, le moustique tigre, mais probablement aussi un moustique qui était présent au début du XXe siècle en Europe, mais qui a été éliminé et qui devrait revenir, probablement revenir, c'est Aedes aegypti. Et on voit sur la carte ici des probabilités de présence, donc c'est des sustainability maps de Aedes aegypti. Mais ça ne prend pas en compte l'évolution génétique des vecteurs. Ça, c'est extrêmement difficile à prévoir. Enfin, un dernier petit point, j'attire votre attention qu'on rentre dans une période El Niño, 2023 ou 2024, et que presque chaque fois qu'il y a eu El Niño, on a eu une augmentation des épidémies d'arbovirose dans le monde. Alors, je vais terminer avec 2 diapos qui résument. Donc, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le risque vectoriel en prenant en compte les variables climatiques. Eh bien, vous voyez, ça, c'est une diapo que j'ai empruntée à des collègues sur le risque. Il y a beaucoup de facteurs qui génèrent du risque, et j'ai entouré ce qui concerne le climat en rouge. Mais il y a les niches écologiques, l'environnement physique, les changements globaux, les voyages, les facteurs socio-économiques, etc. Donc, le climat n'est qu'une composante, mais c'en est une des changements climatiques, et ce n'est pas la même valeur selon les espèces de moustiques, selon les systèmes vectoriels. Donc, en résumé, oui, le changement climatique modifie les niches écologiques des vecteurs, par les facteurs biotiques et abiotiques. Pour Albopictus, qui est urbain, qui se nourrit de sang humain, eh bien, il est moins sensible au changement climatique que d'autres vecteurs, mais il est sensible quand même. Et son expansion actuelle est plutôt due à l'urbanisation et à ses capacités génétiques à s'adapter à des climats plus froids et à la diapause. Ceci dit, le changement climatique, y compris pour le moustique tigre, va modifier la survie des femelles, le nombre de générations dans l'année, la période d'activité. J'insiste, la vitesse de développement du virus dans le moustique, ça c'est important, et va modifier les comportements humains. Donc du coup, oui, le changement climatique a un rôle très important dans l'évolution du risque d'arbovirose, et nous n'échapperons pas à de nouveaux foyers de dengue en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait imaginer de mettre en place des mesures préventives plus poussées à certains endroits lorsqu'on observe qu'on va avoir des pics de température, par exemple? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est complètement farfelu, ce que je dis là? Oui, alors c'est un petit peu utopique. Oui, alors, premièrement, il y a beaucoup de modèles, il y a des centaines de modèles qui essayent de prédire l'évolution des maladies vectorielles différentes en fonction des changements climatiques attendus, avec les différentes variables. Et donc, du coup, ça dépend des variables qui sont testées, mais la plupart du temps, c'est effectivement la pluviométrie, les événements extrêmes et la température. Et donc, les mesures préventives ne sont pas adaptées aux moustiques, elles sont liées à la régulation du changement climatique et à essayer de freiner l'évolution du changement climatique. Si on freine l'évolution du changement climatique, effectivement, on freinera peut-être en partie l'évolution ou le risque de survenue de certaines maladies vectorielles. Maintenant, il y a des maladies vectorielles adaptées au climat froid. Je rappelle qu'il y avait beaucoup de paludisme en France jusqu'au 19e siècle. Pour vous, le paludisme, c'était une maladie tropicale africaine. La moitié de la ville d'Aigues-Mortes est morte précisément du paludisme au 18e, 19e siècle. Et ce n'est pas le changement climatique qui a fait diminuer le paludisme, ce sont d'autres facteurs. Donc, du coup, c'est tellement complexe d'une certaine manière que on ne va pas s'attaquer uniquement à la lutte contre le réchauffement climatique pour essayer de diminuer l'incidence de la dengue ou du chikungunya. Donc, pour le moment, personne n'y réfléchit vraiment, n'y travaille vraiment. Il y a une question dans le chat. Alors, donc, elle est assez générale. Comment la sécheresse modifie le cycle des vecteurs? Donc, peut-être soit répondre peut-être à partir de l'exemple du moustique tigre qu'on a pris ou plus largement, si tu le souhaites. Alors, encore une fois, les vecteurs, c'est des milliers de vecteurs différents, dizaines de milliers. Moustique, c'est 3600. Si je me prends, par exemple, le moustique tigre, la sécheresse peut jouer, mais le moustique tigre est capable de garder ses œufs en quiescence s'il fait ça. Et ça, c'est propre à ce type de moustique qu'on appelle des Aedes. Il y a des Aedes, par exemple, au Sahel. J'ai travaillé au Sahel, où les œufs se conservent pendant la saison sèche. Pendant plusieurs mois, il peut faire 50 degrés, 60 degrés à la surface du sol. Et les œufs ont été sélectionnés génétiquement. Les moustiques ont
ont été sélectionnés pour avoir des œufs qui résistent à ces températures-là. Donc, il faut toujours prendre en compte les paramètres de biologie évolutive et d'évolution. Donc, ça prend du temps pour le faire. Il faut plusieurs générations, il faut que les gènes soient présents et qu'ils puissent être sélectionnés. Il y a d'autres insectes ou d'autres vecteurs qui ne sont incapables de survivre à une saison sèche. C'est juste incapable de survivre. Donc, ceux-là, si la sécheresse augmente, eh bien, le risque diminuera. Alors, il y a une question dans le chat intéressante sur la fièvre jaune d'Édouard Genuel. Est-ce qu'on peut prévoir éventuellement des épidémies de fièvre jaune dans l'avenir, avec les impacts que ça pourrait avoir sur la politique vaccinale, notamment pour les patients qui reçoivent un traitement immunosuppresseur au long cours? Oui, alors là, c'est assez technique. La fièvre jaune, effectivement, on a un excellent vaccin, 100% efficace. Donc, il y a des gens, effectivement, qui sont, où il faut faire attention par les immunosupprimés pour le vaccin. Pour le moment, il n'y a pas, sauf en Guyane de temps en temps, il n'y a pas de fièvre jaune en France. Mais en Guyane, on peut avoir des foyers. Le risque que je vois, c'est que si le virus de la fièvre jaune s'adaptait au moustique tigre, ou si le virus de la fièvre jaune gagnait l'Asie, il n'existe pas, il n'y a pas de fièvre jaune en Asie pour le moment, et ça reste un mystère. Il n'y a pas de fièvre jaune à l'île de la Réunion non plus. Mais si, par malheur, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, la fièvre jaune gagnait ces pays-là, on n'aurait pas assez de vaccins. La production de vaccins est déjà en flux tendu pour l'Afrique et l'Amérique du Sud, donc on n'aurait pas assez de vaccins. Et donc, ça serait juste une catastrophe. Après, on vaccine pratiquement tout le monde, et à partir du moment où la couverture vaccinale est si les gens veulent bien se faire vacciner, naturellement, mais si la couverture vaccinale est plutôt élevée, dans ce cas-là, le R0 diminue tellement qu'on n'a pratiquement plus de transmission, et les immunodéprimés, de mon point de vue, je me trompe peut-être, mais de mon point de vue, même non vaccinés seraient protégés parce que le virus ne circulerait plus. La fièvre jaune, l'avantage, c'est qu'il faut quand même un moustique pour qu'il circule. Donc, c'est un cycle compliqué. Je me demandais si on dispose déjà de modélisations qui mettent en rapport la température avec ce paramètre de longévité du moustique dont tu as parlé et l'impact que ça a sur l'évolution d'une épidémie. Est-ce que ça, c'est déjà très bien modélisé ou est-ce qu'on connaît les relations, mais on n'a pas… Non, c'est pas très bien modélisé. Donc, ce sont des modèles de type, que j'appelle des modèles de type McDonald's, c'est-à-dire où on fait varier le poids des variables, et donc mécanistiques. Et on sait que, par exemple, la diapo que j'ai montrée sur l'île de la Réunion, oui, on a calculé, et d'ailleurs on l'a mis dans un petit modèle de type R0, de type mécaniste. Donc, on sait faire ça, mais ce n'est pas très bien étudié, et ça mérite d'être fait, absolument. Ça mérite d'être fait. Alors, à chaque fois que c'est fait, en plus, c'est très espèce de moustique dépendant, virus dépendant. Et donc, je vous ai expliqué qu'il y avait beaucoup de cycles différents, et aussi virus dépendants, parce qu'il y a des virus qui se développent plus vite et d'autres moins vite. Donc, ça mérite de nouveau de poursuivre les travaux de modélisation là-dessus. Peut-être une autre question sur le suivi un petit peu de la progression du moustique tigre et la propagation d'épidémies à l'échelle d'un pays comme la France. Comment ça s'organise? Qui participe à ce suivi? Et est-ce que, par exemple, les médecins, les différentes spécialités contribuent à cette organisation générale ou pas? Alors, la France, en raison de son passé en médecine infectieuse, de son passé colonial, est un des pays au monde qui est les mieux organisés. Alors, bien sûr, on n'est jamais content. Donc, le COVARS a dit qu'on pouvait encore faire mieux et a fait des propositions pour faire mieux. Mais c'est assez bien organisé. Le suivi des moustiques tigres en France est bien organisé depuis les années 2004, l'année où il a pénétré en France métropolitaine, où il s'est installé en France métropolitaine. Il avait pénétré avant, mais il ne s'était pas installé. Et au début, il a été surveillé par ce qu'on appelle des pièges pondoirs, c'est-à-dire qu'on mettait des pièges, puis on regardait s'il y avait des œufs de moustiques dedans. Alors ça, une fois que le moustique est installé, il faut changer de stratégie parce qu'il est là. Et donc, on continue, le ministère de la Santé, via les ARS, continue à mandater certains opérateurs pour mettre des pièges pondoirs, c'est le cas à Paris par exemple, pour surveiller la progression du moustique tigre.
Et par ailleurs, il y a un site de signalement que je vous encourage à consulter qui s'appelle Signalement Moustique, qui dépend de l'ANSES et du ministère de la Santé, où vous pouvez signaler, on vous validera, ça sera validé ou pas, la présence d'un moustique tigre. Donc, en fait, on connaît assez bien, on connaît plutôt bien même, la progression du moustique tigre en France. Donc, utilisez ce site Signalement Moustique. Vous allez sur le site de Santé publique France ou de l'ANSES. Vous allez trouver ça, Signalement Moustique. Mais par ailleurs, il y a aussi un suivi par les ARS. Et pour les maladies correspondantes? Alors, les maladies, c'est des maladies à déclaration obligatoire. Donc, dengue, Zika, chikungunya, ça, c'est les médecins qui doivent signaler lorsqu'ils y pensent qu'il y a un centre national de référence également qui valide. Et maintenant, beaucoup d'hôpitaux le font directement sans passer par le CNR. Donc, ça, c'est plutôt très bien organisé. Si Laurent n'est pas là, je vais donc lire sa question. 90% de la R&D mondiale finance les pathologies de 10% de la population mondiale. La diffusion des vecteurs serait-elle favorable à un changement? Alors, si je reformule la question, on fabrique surtout des médicaments et des vaccins pour les riches. Si c'est ça la question, oui, absolument. Les Français de France métropolitaine commencent à être inquiets pour la dengue. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait aussi de la dengue dans les territoires ultramarins, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Il y avait de la dengue. Mais alors là, par contre, nos collègues parisiens commencent à être un peu plus inquiets. Oui, absolument. Mais c'est systématique. Ça a été la même chose pour le sida. Eh bien, vraiment, merci beaucoup, Didier Fontenay, pour toutes ces informations, cette présentation qui a su nous parler de effectivement, la grande complexité de cette thématique, sans la simplifier totalement. Il y a encore beaucoup de choses à réfléchir. On va maintenant écouter Eugenio Valdano, qui est donc chargé de recherche à l'INSERM, membre de l'équipe SUMO à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, nous parler de la modélisation de la propagation des épidémies et de la façon dont celles-ci peuvent être impactées par les événements climatiques extrêmes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en fait d'un projet que je suis en train de commencer justement qui concerne l'impact des événements climatiques extrêmes sur le fardeau des maladies infectieuses sur la santé humaine. Et donc, pour commencer, la structure de cette présentation, ça sera au début de réfléchir un petit peu exactement sur ce lien entre événements climatiques extrêmes et épidémies de maladies infectieuses et de voir quels sont les objectifs scientifiques qu'on se donne pour le futur proche. Et après, de revenir sur les passés et de vous montrer des travaux scientifiques dans lesquels j'étais impliqué dans le passé pour vous montrer quels sont les outils qu'on peut utiliser justement pour les objectifs qu'on se donne. Donc là, pour commencer, voilà, est-ce que c'est ça sur lequel je vais réfléchir? On sait très bien quelle est l'influence du changement climatique sur l'événement climatique extrême. Ils sont en train d'augmenter dans fréquence, taille, sévérité, etc. Et cet événement climatique extrême sont une façon dans laquelle le changement climatique est en train d'impacter les épidémies de maladies infectieuses. Et je me suis focalisé, je cherchais de réfléchir sur certaines routes, certains chemins qui disons, décrit cette mécanisme de cause et un effet que je vais présenter, et après je vais me focaliser sur un schéma en particulier. Donc le premier, c'est ce qui concerne la susceptibilité aux maladies infectieuses et la transmissibilité, la susceptibilité, la vulnérabilité et la transmissibilité des maladies infectieuses. Donc on a eu déjà, on vient d'entendre beaucoup de détails sur les maladies à transmission vectorielle, mais je vais aussi mentionner d'autres exemples, par exemple les wildfires, je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais de toute façon, ils ont des implications sur des pathologies
non transmissibles qui eux-mêmes peuvent après augmenter la susceptibilité aux maladies infectieuses et l'incidence des formes sévères de maladies infectieuses. Mais aussi, il y a des effets indirects. Par exemple, ils ont montré en effet des événements climatiques extrêmes sur l'insécurité alimentaire. Et bien sûr, quand il y a de la food insecurity, ça peut augmenter la vulnérabilité et la susceptibilité aux maladies infectieuses. Le deuxième schéma, c'est plutôt relié à l'accès aux soins et à l'efficacité des mesures de santé publique. Donc, dans le spécifique, les événements climatiques extrêmes peuvent empêcher l'accès aux soins et peuvent rendre tout ce qui est des mesures de santé publique plus difficiles à suivre. Et je vais porter deux exemples. Par exemple, il y a une étude scientifique qui a montré un lien entre la sécheresse en Afrique du Sud et un accès réduit à tout ce qui est le soin et le traitement du VIH. Et en même temps, dans la pluie, dans la grande pluie qu'il y a eu en Europe centrale dans l'été 2021, voilà, ils ont observé comme ça empêcher la distribution de vaccins de Covid. Le troisième schéma, c'est plutôt lié aux pathogènes. Donc, il y a de plus en plus d'études qui montrent que le changement climatique en général et les événements climatiques extrêmes peuvent faciliter l'émergence et la réémergence de pathogènes qui après peuvent donner lieu à des épidémies. Et par exemple, il y a deux exemples. Il y a une étude très récente qui montre comme le changement climatique va augmenter la probabilité d'émergence de nouveaux virus. Et il y a aussi des liens qui sont en train d'être montrés entre changement climatique et résistance aux antibiotiques. Et enfin, il y a le dernier schéma que j'ai isolé, c'est celui où on se va focaliser, que c'est plutôt lié au comportement humain. Et dans le spécifique, dans les schémas, dans les patterns de mobilité et de mélange des humains. Et ça, ce dernier schéma-là va être le focus de notre recherche dans le futur, parce que si on voit dans ce petit dessin que je fais, on voit que la mobilité est vraiment au cœur dans tout ce qui est la médiation entre les événements climatiques extrêmes et leur effet sur les épidémies de maladies infectieuses. Et donc, pour étudier ça, on se donne deux buts scientifiques généraux. Un, c'était vraiment si on peut comprendre de façon quantitative le lien le lien entre événements climatiques extrêmes et mobilité humaine. Parce que ce qu'on pense, ce qu'on suppose, c'est que types différents d'événements climatiques extrêmes, pluie, sécheresse, vagues de chaleur, wildfire, etc., vont forcer de patterns de mélange et de mobilité différentes dans les populations, avec des échelles temporelles différentes. Et on suppose que ça va changer comment l'épidémie se propage au niveau spatial et aussi sa chance de croire comme épidémie ou bien de être endiguée immédiatement. En même temps, les événements climatiques extrêmes, avec leur effet sur la mobilité, peuvent aussi changer l'efficacité des mesures de santé publique. Par exemple, si on pense qu'on est en train d'imposer des restrictions de mobilité pour faire face à une épidémie comme Covid, mais après, il y a des pluies très grandes qui forcent les gens à être déplacés ou à être hébergés dans des structures d'urgence, on voit bien comment ça va augmenter le mélange, le mixing entre personnes.
Et le deuxième but sera en fait d'utiliser des projections de risques climatiques, de risques liés aux événements climatiques extrêmes pour sélectionner des zones géographiques dans le monde, bien sûr d'une façon qui est dépendante de la maladie qu'on est en train d'étudier, qui sont en même temps au risque à événements climatiques extrêmes et où on a vu avec la modélisation, que je vais un peu détailler après, que les chocs de mobilité générés par l'événement climatique extrême peuvent empêcher la prévention, l'endiguement et le contrôle des épidémies. Pour vous donner un peu une idée un peu plus concrète des objectifs scientifiques dont je viens de parler, je veux vous montrer un petit exemple qui revient aux pluies intenses qui ont eu lieu dans l'Europe centrale dans l'été 2021. Donc ici, vous avez la province de Liège au Belgique. Le premier graphe montre la pluie chaque jour. Et donc, à partir de ça, vous pouvez immédiatement regarder l'événement climatique extrême autour de la moitié de juillet 2021. Au milieu, j'ai mis une mesure de mobilité interne à la ville qui ont attiré dans des données de mobilité qu'on a eu avec une partnership avec Meta, donc Facebook. Et je vais parler un petit peu plus de données de mobilité après. Et là, je compare visivement, donc rien de particulièrement sophistiqué au niveau scientifique, mais je compare visivement la mobilité en 2021 et la mobilité dans la même période de l'année passée. Et on peut voir qu'il y a une augmentation très significative de la mobilité à l'intérieur de la ville juste après ou pendant l'événement climatique extrême. Et enfin, dans le dernier plot, je montre l'incidence de Covid par province belge. Et ce qu'on voit, c'est que quelques semaines après l'événement climatique extrême, la province de Liège a eu une augmentation très visible de l'incidence du Covid. Donc, bien sûr, cette figure ne montre aucun lien de cause et effet entre événements climatiques extrêmes, données mobilité et circulation du Covid. Mais je crois que ce type de données donne une preuve que c'est bien quelque chose qu'on a besoin d'investiguer et surtout d'investiguer de façon quantitative, parce que si on pense que les événements climatiques extrêmes vont être plus fréquents et si on regarde tout le chemin que je viens de montrer, on voit bien que l'adaptation au changement climatique pour ce qui concerne la santé humaine et surtout la santé humaine liée aux maladies infectieuses va passer par une réponse de santé publique qui sait faire face à ces urgences composées, événements climatiques extrêmes et propagation épidémique. Donc, jusqu'à maintenant, je vous montrer ce que j'ai envie de travailler dans le futur, ce que je pense que c'est relevant dans ce contexte. Et maintenant, je vais vous montrer que avec des travaux passés, comment l'importance en fait en général de la mobilité sur la propagation spatiale des épidémies et surtout de l'importance d'étudier la mobilité de façon quantitative, de l'intégrer dans des modèles de propagation des maladies infectieuses et surtout de comment, avec des données de mobilité à haute résolution, on peut vraiment comprendre quelque chose de plus au niveau épidémiologique de comment les épidémies se propagent dans l'espace et aussi pouvoir donner des recommandations et aider la réponse de santé publique. Donc, je vais commencer, voilà, déjà en disant quelque chose de très simple, donc que la mobilité humaine a des échelles très différentes. Donc, on passe dans des échelles très courtes qui peuvent être, par exemple, le commuting maison-travail, quelque chose qu'on fait tous les jours. Après, il y a une échelle intermédiaire spatiale de mobilité qui peuvent être, par exemple, des déplacements entre villes ou entre régions. Et bien sûr, il y a une
échelle plus large, qui sont les mouvements internationaux et les mouvements intercontinentaux. Toutes ces échelles différentes de mobilité ont des impacts différents, mais très importants sur la propagation spatiale des épidémies. Et quantifier l'impact de ce type de mobilité plurielle sur les épidémies, ça veut dire pouvoir être capable de faire des projections à court terme et à moyen terme sur l'évolution d'une épidémie, de juger dans des modèles la performance de différents types de mesures de santé publique, qui peuvent être des mesures de prévention, des mesures de contrôle, des mesures pharmaceutiques ou pas pharmaceutiques. On pense aux vaccins ou l'usage des masques, etc. Et aussi, en théorie, de tester et de désigner de nouveaux mesures de santé publique dans les modèles qui peuvent être après appliqués. Donc, ici, je vais vous montrer deux exemples, un petit peu de théorie, vraiment le moins possible, et deux exemples. Je vais me focaliser sur deux échelles de mobilité. La première, c'est la mobilité à une échelle spatiale moyenne, qui c'est très intéressant parce que ce qu'il fait, c'est qu'il couple des épidémies dans des communautés différentes. Donc, il génère un couplement spatial des épidémies. Et pour comprendre, en fait, ça, je vais vous montrer un exemple, en fait, très simplifié. Et pour ça faire, je vais vous donner quelques notions, mais que je pense beaucoup parmi vous connaissent déjà, mais je vais parler ici de taux de reproduction. Le taux de reproduction, c'est d'une maladie infectieuse, d'une épidémie. En fait, c'est le nombre de cas générés en moyenne par un cas de cette maladie. En général, si le taux de reproduction est plus grand que 1, ça veut dire que l'épidémie est en train de croître exponentiellement. Au contraire, si le taux de reproduction est moins que 1, l'épidémie va s'étendre très rapidement. Donc, on fait un petit expériment, une petite simplification. On pense d'avoir seulement deux communautés spatiales, donc deux zones spatiales qui peuvent être, par exemple, le département de Paris et un département près de Paris, et qui sont connectés par la mobilité humaine, comme c'est le cas, bien sûr, dans ce type de cet exemple. Et on peut penser que voilà, on a une épidémie, ça peut être le Covid, ça peut être quelque chose d'autre, qu'on simplifie juste en termes de son taux de reproduction. Et le taux de reproduction peut être différent dans des communautés différentes pour toutes des raisons liées à la densité de personnes, au profil démographique, la susceptibilité, n'importe quoi. Donc, on pense que dans la communauté A, on a un taux de reproduction R2A et dans la communauté B, on a un taux de reproduction R2B. Et après, on réfléchit sur comment les nouveaux cas sont générés. Les cas résidents de la communauté A peuvent générer des autres cas parmi de la contamination, par biais de la contamination, parmi des autres résidents de la même communauté, donc A, mais aussi parmi des gens qui sont résidents de B et qui sont en train de visiter A, ou des gens qui sont résidents de B quand les cas qui sont résidents de A sont en visite en B. Et les deux dernières façons de générer des cas sont bien sûr déterminées, sont permis par la mobilité. Alors, on continue notre petit expériment et on suppose que pour quelques raisons, le taux de reproduction dans la communauté A est au-dessous de 1 et dans la communauté B est au-dessus de 1. Donc, en théorie, dans la communauté A, on a l'épidémie ne peut pas se propager et dans la communauté B, oui. Après, on met dans notre petit modèle, on met aussi un autre paramètre, epsilon, qui est la fraction de cas qui sont générés dans l'autre communauté. Donc, ça modèle l'impact de la mobilité. Et on joue à changer ce paramètre epsilon pour voir quel est l'effet de la mobilité. Donc, on met l'epsilon à 0. On pense que les gens ne bougent pas de leur communauté.
Ben alors, si on modèle l'évolution des épidémies, on aura que dans la communauté A, l'épidémie ne commence pas, et dans la communauté B, on a une croissance exponentielle, et ça, c'est simplement donné par les deux taux de reproduction différents. Et là, on commence à mettre un peu de mobilité. Donc, on suppose que 10% des cas dans chaque communauté sont générés dans l'autre communauté. Et là, on voit avec les mêmes taux de reproduction que maintenant, on a une vague épidémique dans les deux communautés. Si on augmente encore la mobilité et on met qu'un tiers des cas sont générés dehors de son communauté, on aura une maladie qui est endémique dans les deux communautés. Donc, les cas sont en moyenne constants et l'incidence est constante, n'augmente pas et ne décroît pas. Finalement, si on suppose que la moitié des cas sont générés dans l'autre communauté, on voit que l'épidémie va mourir, va terminer dans les deux communautés. Donc, moi, j'aime bien ce petit exemple pour vous montrer comment c'est important comment la mobilité change vraiment la propagation spatiale des épidémies. Et maintenant, je vais vous montrer en fait un exemple où on a utilisé cette idée pour étudier l'épidémie de VIH au Namibia. Donc, on a utilisé des données de mobilité tirées par des téléphones, les usages de téléphones portables. Et donc, avec ces données de mobilité, on pouvait savoir en moyenne les résidents de toutes les communautés, combien de temps ils passaient dans des autres communautés. Après, on a pris ça et on l'a intégré avec les données de prévalence de VIH, et le Namibia est un pays où l'épidémie de VIH est dans la population générale. Par exemple, 15% des femmes vivent avec le VIH en Namibia, mais la prévalence, donc la fraction de gens qui ont le VIH, a une hétérogénéité spatiale très grande. Et donc, combiner la mobilité et l'hétérogénéité spatiale vont donner le fait que le risque d'être exposé au VIH quand on vit dans une communauté I est donné bien sûr par le contact avec et des relations sexuelles avec des gens qui sont résidents de la même communauté, mais aussi il y a des flux de risques qui sont générés par le mouvement des gens infectés qui viennent des autres communautés, et aussi par le fait que des gens qui n'ont pas le VIH peuvent être exposés dans des autres communautés. Et voilà, je vais pas bien sûr détailler les mathématiques, mais on a créé un modèle qui nous a permis de montrer qu'en Namibia, le 40% de risque d'une personne qui n'a pas le VIH d'être exposée au VIH est généré par par la mobilité. Et même des zones où la prévalence n'était pas tellement haute par rapport aux d'autres régions du pays, par cause de la mobilité, avaient un risque d'exposition au VIH très grand. Et là, je voulais aussi mentionner, mais on parlera beaucoup de maladies à transmission vectorielle dans les autres présentations, mais je voulais montrer ça, c'est pas moi qui a fait ces travaux, mais qui est aussi dans les maladies à transmission vectorielle, et notamment dans le paludisme. Des gens ont construit des modèles pour justement créer des flux de risque et d'exportation et d'importation de maladies générés par la mobilité humaine. Finalement, je vois que j'ai encore 5 minutes. Je voulais en fait me concentrer sur ce qui est la mobilité, à une autre échelle de mobilité. Donc, la mobilité à petite échelle. Donc, on pense par exemple dans la ville. Et je vais vous montrer comment cette mobilité est importante, et la mesure de cette mobilité, la quantification de cette mobilité est importante pour mesurer la transmissibilité locale du maladie. Et en fait, l'exemple que je veux porter, c'est l'exemple du COVID-19, que c'est tout à fait normal parce qu'on sait
et parce qu'on a expérimenté qu'il y a eu des changements de mobilité locale et des mélanges locaux très grands. Là, on voit la courbe des hospitalisations dans la première année de Covid en France, et j'ai marqué aussi le confinement, le couvre-feu. On connaît ça tout bien. Donc, on a expérimenté sur notre peau qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est le lien entre taux de reproduction, entre transmission et mobilité locale. Parce que bien sûr, on a mis les restrictions de mobilité parce que moins de mobilité signifie moins de mélange et donc moins de circulation virale. Les restrictions de mobilité ou la réduction de mobilité, ça vient de règles qui sont imposées, de contraintes sociétales et aussi du comportement humain. Et donc, ce qu'on avait fait pendant le Covid, c'était de caractériser cette réduction de mobilité, d'identifier les contraintes sur des réductions qui étaient possibles et qui ne dépendaient pas ni des règles imposées ni des choix. Et tout ça pour mesurer l'efficacité des mesures de santé publique qui étaient impliquées au début. Là, en fait, ça c'est un peu de la théorie, mais je vais pas la détailler. Ce que je veux montrer, en fait, c'est ce graphique que je trouve très intéressant qui était publié en fait dans une étude où j'ai pas travaillé, mais c'est un peu la base d'autres choses que je fais. En fait, cette personne, ils ont pris des données de mobilité tirées par des données de l'application Google, et ils ont montré en fait une relation entre le taux de reproduction du Covid et la mobilité locale, donc le taux de mélange local dans les villes. Et donc, voilà, une chose, c'est de comprendre pourquoi ça peut arriver. Une autre chose, c'est finalement de quantifier ce type de relation, que je trouve c'est très intéressant, et ça montre comment, pour revenir au niveau de l'impact des événements climatiques extrêmes sur la mobilité, on sait bien que voilà, l'impact peut être là, mais il faudra vraiment faire des efforts pour le quantifier. Là, je voulais donner quelques détails en plus sur les travaux qu'on a fait sur Covid et mobilité, mais je crois que je vais m'arrêter ici parce que je préfère avoir un peu plus de temps pour les questions. J'ai vraiment été tout à fait intéressé par ton exemple sur les pluies à Liège. Donc là, tu vois, on n'est pas encore dans de la modélisation, mais c'est vraiment passionnant d'aller chercher comme ça, collecter des données, un peu dans une démarche monographique. Et alors, justement, je me demandais si on avait déjà répliqué ce travail, comme ça, d'aller chercher des données pour d'autres événements climatiques extrêmes dans d'autres pays, parce que justement, tu as dit que voilà, selon le type d'événement climatique extrême, les impacts sur la mobilité vont être différents. Donc je me dis que ça serait extrêmement intéressant de faire ce travail un peu de fourmi, d'aller le regarder pour un certain nombre d'événements dans différents endroits. Donc voilà, est-ce qu'on aurait des données finalement un peu comparables pour une série d'événements climatiques extrêmes ou pas encore? Oui, ça, en fait, c'est une très bonne question. C'est une chose qu'on est en train de faire. Et justement, le doctorant qui travaille ici dans notre institut, Claudia Schoene, qui justement son sujet de thèse, il vient de commencer, c'est justement sur ça. Donc, il est en train d'analyser des grandes bases de données. J'hésitais en fait à s'y mettre ou pas d'autres exemples. Après, j'ai dit, bon, on va faire vite. On est en train de trouver quelque chose. Par exemple, on a trouvé une augmentation du même type de mobilité avec les pluies en Thaïlande. Donc, un contexte complètement différent, et ça semble qu'il y a un signal. Ceci dit, c'est un travail difficile parce que c'est très, disons, data hungry, et la qualité et la résolution des données varient beaucoup parmi les pays. Donc, ce qu'on est en train maintenant, c'est un peu d'un côté d'analyser toutes les bases de données qu'on a. Par exemple, au niveau climatique, il y a des très bonnes données à très haute résolution. Au niveau de mobilité, on a, avec cette partnership avec Meta, on a des données dans des zones, beaucoup de zones dans le monde, mais leur qualité est vraiment très variable.
Donc, parfois, on a juste, c'est vraiment pas assez d'échantillons statistiques pour voir du signal. Alors, on est aussi en train de chercher d'autres sources de données de mobilité parce que ce type de signal demande quand même une bonne résolution dans le temps. Donc, ma réponse finale est, on a vu de l'évidence de ce type de généralisation. On est en train de chercher ça, mais c'est work in progress. Au niveau de la mobilité, là, j'ai du mal à comprendre quand il y a les deux populations A et B et quand il y a 50% de mobilité. Je me disais bêtement que les 50% qui ne bougent pas, eh ben, ils ont avec un RB égal à 1,3, ça augmente de façon exponentielle. Donc, même si ça n'est que la moitié d'une exponentielle, c'est quand même une explosion. Et donc, je ne comprends pas quand on est à 50%, donc même 33%, je ne comprends pas que de façon globale, il n'y ait pas une explosion du nombre de cas exponentielle. Oui, en fait, disons, la réponse mathématique, c'est parce que, en fait, il y a les taux de reproduction RA et RB sont effectivement le nombre de cas moyens que chaque cas résident génère. Mais le taux de reproduction qu'on doit regarder, c'est le taux de reproduction pas de chaque communauté, mais du système couplé entier. Et si on calcule le taux de reproduction total, c'est ça qui va être moins de 1 dans toutes les deux communautés. Au niveau plus physique, pour regarder qu'est-ce que ça veut dire, c'est que c'est vrai que voilà, si je suis en cas dans B, je vais toujours générer en moyenne plus d'un cas. Mais comme les cas que je génère, beaucoup sont générés dans une autre communauté où eux-mêmes vont générer moins de cas, donc c'est quelque chose qui s'enchaîne. Donc, ça, c'est vrai dans une génération, mais dans la génération successive, la plupart des cas seront générés dans une communauté. Et alors, la moyenne va diminuer jusqu'à ça vient moins de 1. Je ne sais pas si c'est exactement clair. Alors, si c'est très clair, mais c'est quand même un modèle de comportement qui est particulier que vous faites là. Parce que s'il y a une communauté qui ne bouge pas, qui travaille sur place et que l'autre partie bouge, eh ben effectivement, celle-là elle va… Ah oui. Mais la population B qui va rester entre elles et qui ne va pas forcément bouger ou pas forcément rencontrer de A, eh ben va engendrer une croissance exponentielle. Celle-là, la petite qui ne va pas bouger. Vous dites s'il y a vraiment une partie qui ne bouge jamais. Oui, non, mais c'est des cas extrêmes. Oui, c'est pour expliquer que la façon dont vous faites les moyennes, là, dépend fortement de la modélisation que vous avez en tête des contacts entre les personnes. Oui, bien sûr. Non, là, c'est vraiment un modèle super simplifié qui c'est vraiment juste pour montrer l'impact de la mobilité. Mais bien sûr, les populations réelles sont plus complexes que ça. Là, ici, ça veut dire que mon paramètre de mobilité, c'est vraiment quelque chose que chaque individu se porte comme la moyenne. Et là, c'est un Minfield, donc la réalité, c'est souvent pas ça. Donc, vous avez tout à fait raison. En plus, il y a des effets stochastiques, tout ça. Là, c'était juste vraiment pour montrer comment, même si les conditions locales ne changent pas, les schémas de mobilité peuvent complètement changer, pas seulement ce qui arrive dans une communauté, mais le perfil et l'horizon épidémique de toute le pays ou la macro-région. Moi, je ne suis pas du tout familiarisé avec ces modélisations, mais vous avez évoqué le cas du paludisme. Donc, c'est un peu plus notre tasse de thé ici à l'hôpital. Et j'étais un peu surpris de voir que la mobilité était impactée. Alors, il faut un peu connaître la physiopathologie de cette maladie. C'est vrai que les patients, lorsqu'ils ont été infectés, ensuite peuvent être porteurs de formes qui vont être ensuite transmises aux moustiques et qui eux-mêmes vont aller infecter d'autres sujets et ainsi propager la maladie.
mais je suis surpris que ce soit uniquement, enfin que de l'importance peut-être des mobilités, parce que ce qui joue un rôle prépondérant, c'est d'une part ce qu'on appelle la densité anophélienne, c'est-à-dire en fin de compte le nombre de moustiques et le nombre de piqûres infectantes qu'il y a par jour, donc qui définit comme ça des zones d'hyperendémicité ou au contraire une endémicité mais périodique en fonction justement de la période des pluies. Et puis l'autre chose, c'est, alors là, effectivement, je n'avais pas vu tout à l'heure, c'est que la symptomatologie clinique, c'est-à-dire le fait de présenter un accès palus, c'est très dépendant de l'immunité des patients. On voit ça en fait majoritairement chez les très jeunes enfants, et c'est là qu'on a justement des décès, alors que chez les adultes, il peut y avoir un portage asymptomatique. Donc en fait, ma question générale, c'était de savoir si le concept que vous avez présenté de l'impact de la mobilité sur la diffusion des maladies infectieuses s'appliquait à tout type de maladies infectieuses, qu'elles soient contagieuses de patient à patient ou même lorsqu'il y a un intermédiaire comme un autre vecteur. Je suis sûr d'avoir été clair, si. Oui, oui, tout à fait. Les modèles vont être très différents. Donc, déjà, le modèle très simplifié dont j'avais parlé, c'est tellement simplifié qu'on peut penser un peu à tout, mais c'est pas ça qu'on va vraiment utiliser. C'est vraiment seulement pour illustrer. Donc, en principe, la réponse est oui. Donc, on peut penser que la mobilité impacte la propagation spatiale et l'incidence spatiale d'une maladie à transmission directe et aussi d'une maladie à transmission vectorielle, simplement parce que il y a des modèles qui ont été montrés. Moi, je ne suis pas un expert du paludisme, donc je vais vous dire ce qui existe dans la littérature. Donc, voilà, par exemple, les travaux que je cite ici dans la slide ont été utilisés aussi, je crois, en Namibia pour conseiller justement la réponse de santé publique au paludisme. Et l'idée, c'était vraiment que dans des pays comme le Namibia, où il y a beaucoup de mobilité overnight, et donc il y a beaucoup de gens qui passent la nuit dans des autres constituencies, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'effectivement, ils portaient le parasite avec eux, et ça changeait au niveau effectif, au niveau de la mobilisation, ça générait des zones où il y a une exportation effective du malaria et des zones où il y avait une importation. Après, je suis tout à fait d'accord que ça prend pas en compte, par exemple, ce qui sont les effets, le burden final, parce que ça dépend de la susceptibilité, ça dépend du profil d'âge et toutes ces caractéristiques. Mais là, je crois qu'il s'est concentré plutôt sur l'importation et l'exportation du parasite. Je ne sais pas si j'ai répondu à… En fait, oui, je crois comprendre qu'effectivement, on s'intéresse davantage au portage du parasite. D'ailleurs, je n'avais pas fait attention tout à l'heure, mais là, ce qui est noté, d'ailleurs, c'est uniquement les hommes, mais peut-être que les hommes, d'ailleurs, sont plus mobiles en Afrique que les femmes. Et chez des adultes de 15 ans à 24 ans, donc c'est une tranche d'âge un peu particulière. C'est pas les très jeunes enfants qui, eux, sont à la fois porteurs et malades, alors que dans cette tranche d'âge, déjà, on a affaire à une population qu'on appelle préimmunisée, c'est-à-dire qui, en fin de compte, va faire des accès, mais modérés, et va, par contre, être porteur de ces formes de transmission qu'on appelle les gamétocytes, qui vont être absorbés par le moustique et ensuite injectés à d'autres patients. Le truc, c'est que je mettais ça aussi en connexion avec ce que vous avez expliqué sur la période, enfin, les pluies qui ont pu être observées en Belgique. Alors, bien sûr, le climat de la Belgique et de la Namibie, c'est pas tout à fait le même, bien évidemment, mais la densité anophélienne, le nombre de moustiques est également très augmenté au moment de la période des pluies, et on a des pays où il y a une endémicité comme ça qui est très liée à la période des pluies. En période sèche, il n'y a plus de paludisme, et puis quand de nouveau il se met à pleuvoir, il y a de nombreux moustiques, et d'ailleurs il y a parfois une réintroduction du parasite dans la zone d'endémie, justement liée à des phénomènes de migration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui viennent de zones où il y a du paludisme en permanence, qui reviennent dans des zones où il n'y en a que de manière saisonnière, et c'est comme ça qu'est réintroduit le parasite. Okay. Merci beaucoup. La Banque mondiale, par exemple,
a fourni des quantifications, y compris pour jusqu'à 2050, voilà, des estimations de populations qui vont migrer à l'intérieur de leur propre pays ou en dehors de leur pays sous les effets du changement climatique. Je ne sais pas si, Eugenio, tu veux ajouter quelque chose à cette réponse. La question, est-ce qu'on peut modéliser ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut modéliser à grande échelle l'impact des migrations climatiques sur la propagation de certaines maladies? Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est bien sûr, en fait, la confidence qu'on a dans ce type de prédiction à longue échelle temporelle. Parce que là, voilà, j'ai un peu peur tout le temps quand on dit on va modéliser le perfil de maladies infectieuses dans 30 ans en regardant ce que le changement climatique générera au niveau de migration. Parce que j'ai un peu peur que, voilà, on ne sait pas trop. Mais les outils pour intégrer ce type de modèle et faire ce type d'échelle temporelle plus longue et des migrations à longue échelle, en fait, j'avais parlé un peu d'échelle de mobilité humaine, ça existe. Maintenant, on va donner la parole à notre troisième intervenant, une intervenante, donc Raphaël Métras, qui est chargé de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, également dans la même équipe SUMO que Eugenio Valdano, et qui est par ailleurs assistante professeur honoraire à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Et donc, Raphaël va nous parler de la modélisation des zoonoses attiques et de la façon dont on pourrait éventuellement tenir compte du changement climatique dans ces modélisations. Merci. Bonjour, oui. Merci Basile, merci à tous pour cette invitation. Donc moi, je m'intéresse en ce moment particulièrement aux zoonoses qui sont transmises par les tiques. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui et en fait, dans quelle mesure on peut les aborder avec ces problématiques de changement climatique et dans quelle mesure on ne peut pas. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une zoonose attique? Donc c'est une maladie qui est due à un agent pathogène qui est transmis à l'humain, donc par piqûre de tiques infectieuses. Et ce pathogène, en fait, se maintient à l'interface entre des tiques et une large variété d'animaux. Hein. Tout dépend, en fait, de la maladie sur laquelle on travaille. Donc, ce sont des maladies qui sont caractérisées par des cycles épidémiologiques qui sont multi-hôtes et multifactoriels. Et la météorologie et le climat va impacter à différents niveaux du cycle épidémiologique, que ce soit sur la distribution, par exemple, des animaux, sur les tiques, mais aussi sur finalement les comportements humains et comment les événements météorologiques vont pouvoir en fait modifier cette interface. Donc des exemples de ces maladies, par exemple, c'est la borréliose de Lyme et l'encéphalite attique en Europe, qui sont toutes les deux transmises par Ixodes ricinus sur le continent. Donc ici, vous avez une carte de l'ECDC qui montre la présence, donc pas de ces maladies, mais en tout cas du vecteur, qui est présent, donc Ixodes ricinus, quasi sur tout le continent. Et vous avez un autre exemple qui est la fièvre hémorragique Crimée-Congo, qui est une maladie virale transmise par une autre tique, comme Yaloma marginatum, mais il y a d'autres tiques aussi. Donc là, c'est une carte, pareil, de l'ECDC, de la présence de Yaloma marginatum, donc les zones qui sont en rouge. Et les questions importantes auxquelles on s'intéresse, c'est d'abord, est-ce que ces maladies sont en expansion géographique ou en augmentation d'incidence? Et si oui, quel est le rôle de la météorologie et du climat dans ces phénomènes? C'est un thème qui intéresse la communauté scientifique, on va dire, quand on fait un peu de biblio depuis une vingtaine d'années. Donc la bibliographie est quand même assez importante. Les approches qui sont utilisées sont variables. Les façons d'aborder le sujet sont assez différentes aussi. Et il y a une grande variabilité de la façon dont le sujet est traité. Et en fait, la question est que peut-on vraiment inférer et que sait-on en fait sur la compréhension des phénomènes observés avant de pouvoir faire des prédictions. Et moi, je vais vous parler là d'une question en particulier, donc pour se focaliser sur un système particulier pour être précis, qui est la borréliose de Lyme,
qui est une maladie infectieuse qui est présente en France, qui a un cycle de transmission qui est complexe. Donc ici, je l'ai détaillé un peu plus que dans la première diapositive. Donc le vecteur, c'est la tique Ixodes ricinus. Le pathogène, c'est Borrelia. Il y en a différentes espèces. Et en fait, la tique a cette caractéristique de se présenter sous 4 stades. Donc les œufs, un stade larvaire, un stade nymphal et un stade adulte. Et pour passer d'un stade à un autre, la tique a besoin d'un repas sanguin sur un animal. Et en fonction de son stade larvaire, la tique va se nourrir sur différents types d'hôtes. Donc les stades qui sont plutôt immatures, ce qu'on appelle immatures, donc plutôt les larves, et une fraction des nymphes vont avoir tendance à se nourrir sur des hôtes qu'on appelle des hôtes réservoirs, essentiellement des rongeurs et certaines espèces d'oiseaux. Et les formes qui sont plus matures, donc les adultes, vont se nourrir sur des animaux qui sont de plus grande taille, comme par exemple des chevreuils ou des moutons. Et l'humain va se contaminer donc à l'occasion de piqûres infectieuses par les nymphes ou par les adultes. Donc en rouge, là sur ce schéma, j'ai représenté où Borrelia peut se retrouver. Bon, chez l'humain évidemment aussi. Et l'impact de la météo sur ce cycle donc agit à différents niveaux que je vais détailler dans la suite de l'exposé. Donc à différents niveaux, que ce soit au niveau de la sensibilité des tiques elles-mêmes. La météo va avoir un impact en fait à l'interface entre les tiques et ces autres animaux et à l'interface entre la tique et ces humains. Donc dans un premier temps, la sensibilité des tiques. Donc, ce qu'on appelle les effets directs en fait de la température et de l'humidité sur ces tiques. Donc, en fait, à chaque stade à chaque transition, la température et l'humidité vont avoir un rôle différent. Et par exemple, les températures extrêmes et la dessiccation vont entraîner par exemple des mortalités. La température va pouvoir affecter la durée du cycle de développement les températures chaudes en fait en raccourcissant ce cycle biologique. Donc par exemple, ces graphiques là que je vous montre sont extraits d'études qui sont faites en laboratoire et qui montrent en fait en fonction de la température d'incubation, ici donc de 0 à 30, le nombre de jours qui se passe entre justement l'adulte qui s'est nourri et la ponte, ensuite entre la ponte et l'éclosion, le passage du stade larve au stade nymphe et du stade nymphe au stade adulte. Et on voit que en fait, plus ces températures augmentent, plus le nombre de jours de ces transitions diminue. Alors là, c'est en conditions contrôlées. Bien sûr, en laboratoire, en milieu naturel, il y a des grandes variabilités, bien sûr, et notamment là, ces expérimentations sont faites en humidité, humidité relative contrôlée. À l'interface tiques et hôtes d'animaux, donc ces tiques vont avoir besoin de se nourrir. La température et l'humidité va avoir un rôle en fait sur l'activité de ces tiques et qui en quelque sorte la recherche d'hôtes. Donc pour ceci, il va y avoir des conditions optimales pour lesquelles les tiques vont être en bonne condition pour aller chercher un hôte et pour se nourrir, qui sont en gros, on va dire, des températures qui oscillent entre 10 et 15 degrés et des humidités relatives entre 70 et 80%, avec bien sûr des variabilités. Et donc, on observe une réduction de l'activité des tiques, donc elles cherchent moins d'hôtes s'il y a une baisse de l'humidité ou s'il y a des températures et des valeurs d'humidité extrêmes. Et là, on dit qu'elles rentrent en quiescence, donc elles diminuent leur activité. À droite de la diapo, ici, j'ai montré, donc je montre deux articles que je trouve assez intéressants. Le premier, en fait, qui montre la densité de nymphes qui sont en train de chercher un hôte en fonction de la température. Donc, on voit qu'il y a une valeur une valeur seuil. Donc, ça, c'est des données de Suisse. Au-delà de 9 ou 10 degrés, effectivement, on a un nombre de tiques
sont un nombre de tics à l'affût qui sont beaucoup plus importants. Et ici, le saturation deficit, c'est un indice qui mesure en même temps la température et l'humidité de l'air. Donc, c'est un indice qui combine ces deux variables. Et plus, en fait, les valeurs de saturation deficit sont basses, plus, en fait, l'air est assez humide et frais, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a plus de tics qui sont à l'affût sur des valeurs qui sont plutôt basses du saturation deficit. Et il y a aussi une capacité d'adaptation d'Ixodes, et cet article le montre. Donc, ce sont des tics qui ont été récupérés dans 4 sites différents en Europe, donc en France, et 3 sites en UK, en Angleterre. Et ici, on voit en fait le pourcentage de tics qui sont à l'affût en fonction de la température. Et on voit qu'il y a un gradient en fait qui est sud-nord. Donc, plus on va au nord, plus les tics vont avoir une activité à des températures qui sont plus basses. Donc, ça, ce sont pour donc les facteurs qui sont importants à l'interface tic-hôtes-animaux. Mais bien sûr, en fait, le changement climatique, les variables météorologiques vont avoir un effet direct sur la distribution des hôtes en fonction de la présence de nourriture et de la modification de leurs habitats. Et ça, c'est toute une partie aussi qui est étudiée par l'écologie. Et enfin, la dernière caractéristique qu'il est important de prendre en compte, c'est cette interface entre les tics et l'humain. Donc, dans quelles circonstances les humains s'exposent à ces piqûres de tiques, principalement en fait lors de leurs activités humaines, lors des activités par exemple en milieu extérieur. Donc, il est important de connaître ces fréquences et ces circonstances d'exposition. Donc, à quel moment de l'année, et effectivement quantifier à quel moment de l'année la fraction de la population qui s'expose et qui va en milieu extérieur. Et ça, c'est pas des choses qui sont facilement quantifiables. Il y a un peu de littérature sur ça dans la littérature de l'activité physique. Donc là, c'est un article c'est un graphique que j'ai fait adapté d'un article de 2009. Et en fait, on voit sur cette cohorte particulièrement qu'entre avril et octobre, la plus grande majorité, ce sont les périodes où les personnes s'exposent le plus en extérieur. Il y a beaucoup d'autres façons, en tout cas, il faut réfléchir aux façons dont on peut mesurer en fait ces activités en milieu extérieur. Et il y a des programmes à l'heure actuelle en France qui essayent aussi de quantifier l'exposition de l'humain à la piqûre de tic, et notamment en fait le programme CITIC qui signale les piqûres de tic. Donc là, vous pouvez vous inscrire en ligne et déclarer en fait si vous êtes fait piquer par une tique, où et quand. Et ils étudient aussi le risque d'exposition des personnes dans les jardins privés. Donc, en résumé, l'influence de la météo sur le cycle épidémiologique se fait à différents niveaux. Donc, sur le cycle de la tique elle-même, pour pouvoir se nourrir, il y a en fait l'impact de l'humidité et de la température sur le nombre de larves, de nymphes et d'adultes qui sont en recherche d'hôtes. Et enfin, la proportion de personnes qui va sortir à un moment donné où ces vecteurs sont infectés. Donc, toutes ces choses-là, d'une certaine manière, peuvent se quantifier avec des données existantes. Donc, pour étudier ces systèmes complexes, la modélisation est un outil vraiment très important, car dans un premier temps, elle permet d'expliquer et de quantifier ce que l'on observe, donc de comprendre ces différents facteurs et les mécanismes qui influent sur la transmission des pathogènes, à l'interface entre les animaux et les tiques, et les tiques et les humains, et d'estimer l'importance de ces facteurs et de ces mécanismes à partir de données existantes. Donc, pour pouvoir calibrer ces modèles, on a besoin de données sur ces stades de transition, on a besoin de données sur le nombre de tiques qui sont à l'affût au cours du temps,
on a besoin de données sur les animaux qui sont infectés ou le nombre de tiques qu'on retrouve sur les animaux. Et aussi, on a besoin de données infectieuses sur en fait, le nombre de cas humains, par exemple, ou des données de séroprévalence. Et une fois on a réussi autant que possible à expliquer et quantifier le phénomène observé, on peut utiliser ces modèles pour projeter des tendances d'incidence, qu'on appelle des scénarios, où, par exemple, on peut tester des scénarios qui peuvent résulter de changements climatiques, que ce soit des changements météorologiques, donc des changements météorologiques à plus long terme, on va dire, ou des changements d'exposition de l'humain aux piqûres. Les études qui ont été conduites jusqu'à présent sur les projections de l'effet du climat sont très nombreuses. Donc, c'est difficile de les résumer en quelques mots, mais en majorité, la modélisation dynamique a été utilisée pour étudier la sensibilité des tiques à la température, sur leur développement et sur leur activité. L'utilisation d'approches spatiales ont été utilisées en fait pour modéliser l'aire géographique des tiques et leur changement dans leur distribution, en faisant en fait l'hypothèse que la distribution, que c'était en fait un proxy pour la distribution de pathogènes transmis par les tiques. Et ce qui est important de retenir, c'est que pour pouvoir calibrer ces modèles et leur donner en fait qu'ils soient le plus crédibles possible, on a besoin de données de suivi long terme et évidemment de les traiter à l'interface avec la santé humaine. Donc sur la droite, je vous montre un article qui a été récemment publié en Norvège et grâce à 25 ans de données sur la maladie de Lyme, il montre qu'en fait le pic de tiques à l'affût, donc de nymphes à l'affût, est 6 semaines plus précoce que 25 ans auparavant. Donc, dans ce contexte, la recherche qu'on essaye de conduire, c'est la modélisation de la borréliose de Lyme et d'une autre zoonose à tiques qui s'appelle l'encéphalite à tiques, donc la TBE. Et c'est d'essayer en tout cas en France, où les deux maladies sont présentes, c'est d'essayer de comprendre les facteurs et les mécanismes de transmission de ces deux pathogènes, en considérant les facteurs animaux, vecteurs environnementaux et humains. Donc, de décrire le système, que ce soit de façon mécaniste ou spatiale, et pour ensuite projeter des tendances d'incidence sous différents scénarios. Donc, c'est des travaux qui ont commencé assez récemment. J'aurai quelques résultats à vous montrer. Mais en gros, on travaille avec une collection de données qui sont soit existantes, soit qui vont être ou qui sont collectées au cours du projet, que ce soit sur les humains, où on a accès à des données de séroprévalence à large échelle, ou des cas maladies, que ce soit sur Lyme ou l'encéphalite à tiques. Et par exemple, on récupère aussi des données d'exposition à la piqûre de tiques et aux activités de plein air des gens. Ceci grâce à des enquêtes nationales saisonnières qui sont lancées en ligne avec nos collègues qui travaillent nos collègues de GripNet. On travaille aussi avec des données animales, donc des données d'infection sur certains animaux et des données de dynamique de population sur certains sites en particulier, et évidemment des données sur les densités de tiques, donc des suivis qui sont faits par le Centre national de référence. Et on va analyser ces données de différentes façons en utilisant différents types de modèles, que ce soit des modèles spatiaux, donc des modèles de régression à réponses multiples, ou bien des modèles compartimentaux pour modéliser de façon dynamique l'incidence de ces deux pathogènes en prenant en compte les compartiments humains, vecteurs et animaux. Et les résultats attendus de ces recherches sont des cartographies, donc identifier des zones qui sont plus à risque, des facteurs associés à ces répartitions hétérogènes du risque, comprendre les dynamiques d'incidence sous-jacentes, estimer des paramètres, en fait, des taux de contact, des transmissions ou des fractions de report de cas, et des projections d'incidence sous différents scénarios.
Récemment, donc, les premiers résultats sont des projections spatiales de la borréliose de Lyme en France, qui a donc une étude qui a été conduite par Wenfu et qui montre en fait donc, la probabilité de présence et d'augmentation d'incidence de la borréliose de Lyme en France en utilisant des données de surveillance du réseau Sentinelle. Et le modèle en fait est calibré avec des données de surveillance de 2016 à 2019. Donc, en fait, ce que vous voyez, donc, chaque ligne est une année et dans chaque année est divisée en saisons. Donc, on a janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et octobre, décembre. Et ensuite, on utilise le modèle qui est entraîné sur les données 2016-2019 pour projeter nos prédictions sur les années 2020 et 2021. Et en fait, cette répartition spatiale et saisonnière du risque sont associées en fait à certaines valeurs de végétalisation de l'espace, à des habitats qui sont plus favorables aux cervidés, à certaines catégories en fait de variables météorologiques, certains intervalles, pardon, et des fréquences de piqûres de tiques plus élevées qui sont des données partagées avec par CITIC. Et on peut utiliser en fait ce genre de modèle pour ensuite réaliser des projections, par exemple, de modifications météorologiques sur 1, 2 ou 3 ans. Effectivement, on ne peut pas vraiment aller plus loin parce que la quantité de données que l'on a pour calibrer les modèles va quand même être déterminante sur le nombre d'années sur lesquelles on peut faire des projections. Donc, en conclusion, la modélisation nous permet, dans ce cadre formel, d'étudier la complexité des zoonoses, d'analyser de façon simultanée plusieurs jeux de données et de tester différentes hypothèses de transmission. Et elle nous permet d'avoir une approche interdisciplinaire pour construire justement ces modèles, pour les paramétriser, donc pour donner des valeurs à ces différentes flèches qui sont représentées ici, pour interpréter, utiliser les résultats et pour les valider avec des données terrain. Donc, ça se fait bien sûr en collaboration avec beaucoup de nos collègues, que je remercie beaucoup. Question posée par Monsieur Mansuy. La transmission d'un pathogène d'une tique vectrice vers une tique naïve lors du co-feeding est-elle sous-tendue par des phénomènes climatiques? Alors, le phénomène de co-feeding, pour l'expliquer, en tout cas pour le présenter aux autres, c'est quand il y a plusieurs tiques qui se nourrissent au même moment sur le même hôte, et ils peuvent se transmettre de façon ce qu'on appelle directe, sans que le pathogène passe par l'autre, se transmettre l'agent pathogène. Si cette transmission est affectée par le changement climatique, j'aurais du mal à le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ces tiques sont en période, quand elles prennent un repas sanguin, elles sont quand même à la température de l'hôte. Donc, au moment où elles prennent le repas sanguin, à ce moment-là, elles sont quand même peu affectées par l'environnement à T, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles prennent la température du sang. Ok, merci Raphaël. Avant de relayer une question du chat, je vais peut-être en poser une. Là, tu as parlé de cette étude en Norvège qui est intéressante en disant qu'il y a donc le pic à l'affût survenait 6 semaines plus tôt qu'auparavant. Et alors du coup, je ne sais pas si tu te souviens peut-être, mais ça signifie pas forcément une extension de la période pendant lesquelles les tiques seront à l'affût. Tu as parlé des conditions assez restrictives en termes de température pendant lesquelles elles vont comme ça aller à la recherche d'autres. Donc, est-ce que dans cette étude, c'était juste un décalage de période ou est-ce que c'est une extension aussi de la période pendant laquelle, du coup, les humains vont être plus à risque? Est-ce que tu te souviens ce qui avait été dit dans cette étude? Là, c'est un shift du nombre de cas, en fait, qui est expliqué par probablement le fait qu'il y ait des nymphes à l'affût qui soient, que la période soit plutôt dans l'année. Si la saison est étendue ou pas, ça n'est pas spécifiquement
abordé autant que je me souviens dans ce cas-là. En revanche, par exemple, le réchauffement le réchauffement climatique dans ce genre de cycle va avoir aussi un impact sur ce qui se passe dans la période hivernale. Et sur la possibilité en fait qu'il y ait sens ou pas d'activité d'éthique pendant la saison hivernale. Donc ça n'est pas que en fait on n'attend pas entre guillemets un seul changement. Il y en a probablement plusieurs qui vont qui seraient conséquents à ça. Une autre question d'Hélène Cécilia, comment explique-t-on les différences de préférence trophique entre les différents stades d'éthique? Alors, comment explique-t-on c'est surtout le fait que les larves, en tout cas que les nymphes vont monter en fait en haut des grandes herbes et vont pouvoir attraper, en tout cas se nourrir sur des hôtes qui sont plus grands. Les larves vont rester plutôt au ras du sol. Mais on peut trouver des nymphes sur des petits rongeurs, ou on peut trouver, je ne sais pas si on trouve des larves sur des grands mammifères. Techniquement, je ne pense pas que ce soit impossible, mais le fait est qu'elles sont plus au sol. Moi, j'avais une autre question sur l'encéphalie étatique. Est-ce qu'on sait déjà, dépendamment de modélisation, s'il y a une progression de l'incidence sur les dernières années? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de cas reportés. Les incidences, en tout cas en France, mais les incidences elles-mêmes n'ont pas encore vraiment été calculées. Et la maladie est à déclaration obligatoire depuis 2021. Donc, on va avoir peut-être des reports de cas qui sont faits de façon plus systématique, et ça, il faut voir chez Santé publique France qu'il y aura ces données-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de cas qui sont reportés ces dernières années, de toute façon, et il y a aussi plus de cas d'encéphalite qui sont reportés par contamination alimentaire, parce qu'il y a aussi une contamination via les produits laitiers qui sont non pasteurisés. Des tiques infectées qui vont aller piquer une chèvre. Ah oui, ok, d'accord. La chèvre va être infectée, avoir du lait infecté, et avec ce lait, il y a du fromage qui va être fait, et non, avec du lait non pasteurisé. Et là, il y a eu des foyers de contamination comme ça en France en 2020 et 2021. Tu as parlé, Raphaël, tu sais, de ces modèles spatiaux à réponse multiples. Ouais. Est-ce que c'est ces modèles qui ont permis, par exemple, de montrer l'impact de l'habitat favorable aux cervidés? Est-ce que c'est des modèles comme ça? Est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus sur ces modèles spatiaux à réponse multiple, par exemple, quelle maille spatiale, comment c'est fait un petit peu? Alors ça, en fait, ceux-là, on ne les a pas encore commencé. C'est plutôt d'essayer de traiter en même temps la réponse Lyme et encéphalite dans le même modèle. Donc, de voir les facteurs qui sont associés à des zones où il y a Lyme et TBE, Lyme sans TBE, TBE sans Lyme, ou ni l'un ni l'autre. Le modèle que je présente à la fin, il n'est pas un modèle à réponse multiple. Et ils sont construits, voilà, ils seront. Alors, l'échelle spatiale sera en fonction en fait des données de séroprévalence qu'on va avoir à l'échelle nationale, et je pense qu'on pourra avoir une résolution quand même assez fine, probablement la même que celle qui a été utilisée pour le modèle de Lyme. Et quand je dis assez fine, ça reste quand même, bon, c'est environ 20 km sur 20 km. Dans tous ces travaux, c'est quand même éminemment interdisciplinaire, puisqu'en fait, on fait appel à des données d'ordre assez différents, comportemental, médical, clinique, etc. Comment est-ce que vous vous organisez à l'échelle du pays, justement, pour organiser cette interdisciplinarité de manière à ce qu'elle soit efficace? Oui, c'est par définition très, très, très multidisciplinaire. On ne va pas lister toutes les disciplines, mais c'est de l'écologie, c'est de la biologie évolutive, c'est de l'entomologie, c'est de la virologie, c'est des sciences humaines et sociales, de la psychologie sociale, des mathématiques, etc. Et donc oui, fatalement, les gens de Montpellier ne sont pas bloqués dans leur ville. Non, c'est des collaborations internationales sur des projets internationaux. C'est la même chose que pour tout le monde, hein. Il n'y a rien de nouveau là-dessus.
Mais peut-être il y a une ouverture un petit peu supérieure maintenant parce que, enfin, on sort du monde académique. C'est-à-dire que jusque pendant assez longtemps, les chercheurs ont travaillé pas toujours en lien avec soit des opérateurs, dans notre cas, dans les opérateurs de contrôle des arthropodes, surtout des moustiques, ou des agences qui recueillaient des informations comme Santé publique France, la Direction générale de la santé ou l'ANSES. Et je trouve qu'il y a, je sens, et les collectivités locales, je sens qu'il y a une amélioration. Bon, peut-être que je me fais des illusions, mais je sens qu'il y a une petite amélioration. Alors, ce qui amène à cette amélioration, c'est que la pression, l'inquiétude augmente. On a parlé de la maladie de Lyme, ça fait un petit moment, mais les encéphalitatiques, comme l'a rappelé Raphaël, augmentent. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo commence à faire peur un petit peu. Pour les maladies à moustiques, bon, ben, ça augmente en métropole. Alors, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que les territoires ultramarins français étaient confrontés à ça. Bon, c'était loin pour les métropolitains, donc finalement, on les laissait un petit peu se débrouiller. Et maintenant que le risque, je ne parle pas du danger, mais je parle du risque, semble être plus perçu par les métropolitains, eh bien, chacun échange un petit peu plus. Moi, ce que je voulais rajouter, en tout cas, sur comment mettre en place ces approches multidisciplinaires, en pratique, au quotidien, quand on se place du point de vue de la modélisation, en fait, on se sert de la modélisation comme un outil qui nous permet en fait d'aller voir différents collaborateurs, leur dire voilà, on veut modéliser ça, on va voir on va voir certains experts et on va leur expliquer tout ce qu'on veut faire. Et donc, ils vont nous apporter des informations pour améliorer notre modèle. Donc, en fait, on se base sur quelque chose de concret pour pouvoir demander aux différentes personnes de participer à la construction du modèle. Et donc, sur des exemples en particulier, sur la maladie de Lyme, sur l'encéphalitatique, sur la fièvre de la vallée du Rift, en tout cas sur les thématiques sur lesquelles je travaille, c'est cette façon-là qu'il y a d'utiliser une approche interdisciplinaire. Et c'est vrai que c'est pas simple. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut expliquer vraiment tout ce qu'on fait beaucoup de fois, mais une fois que les gens sont convaincus, ça nous permet de faire des choses vraiment très intéressantes. En plus de ça, je dirais qu'il y a aussi une autre couche qui c'est l'interaction avec le secteur privé. Parce que beaucoup des données, par exemple, de données de mobilité que j'ai utilisées et que j'utiliserai dans le futur, c'est des données qui sont générées par des compagnies privées, des entreprises privées pour leur intérêt comme ça et tout ça. Et donc, on est pas mal dépendant en fait de combien d'intérêt dans un certain moment les compagnies privées, les entreprises privées ont donné ce type de données pour la recherche scientifique, s'ils veulent de l'argent, s'ils veulent faire ça pro bono et tout ça. Et donc, en plus de l'interaction entre disciplines et entre chercheurs, il y a ce type d'interaction que je trouve parfois c'est pas tout à fait facile, ou je crois que aussi ça manque beaucoup d'un framework pour vraiment faire une collaboration entre les sujets privés qui génèrent les données et la recherche publique et la recherche en général. Vous voulez dire il manque un cadre? Un cadre, parce que moi, j'ai l'impression que qu'on est beaucoup conditionné par l'intérêt spécifique qu'une entreprise privée a dans un certain moment. Concrètement, avant le Covid, c'était très difficile d'avoir accès aux données de mobilité. Après, quand le Covid a commencé, les entreprises privées voulaient mettre à disposition les données de mobilité parce que c'était une urgence. Après, l'urgence passe. Et bon, il n'y a pas trop la mode, il n'y a plus la mode, donc tous les labs de Data for Good des entreprises, ils sont un peu réduits, tout ça. Et donc, c'est difficile de planifier quelque chose
de cadrer. On sait bien que la recherche, ça prend du temps et on ne peut pas voilà, se baser sûrement sur l'intérêt privé.